L'autre jour, il était 4 heures du matin. J'étais à mon bureau et j'avais pas grand chose à faire. Je cherchais une idée de vidéo. Et par réflexe, j'ouvre TikTok. Je scrolle jusqu'à tomber sur un extrait d'un film. Par curiosité, je regarde et j'y découvre une scène épouvantable. Après le visionnement, intrigué par ce que je viens de voir, je cherche à savoir quel est le titre de ce film. J'ouvre les commentaires et je cherche si quelqu'un a la même curiosité que moi. Et rien. Je viens donc à la conclusion que je vais devoir trouver par moi-même. La chose qui me passe par l'esprit, c'est de screen la vidéo et de récupérer la photo, la transférer dans mon ordinateur et lancer Google Lens. Pour ceux qui ne savent pas, Google a une fonctionnalité qui permet de faire une recherche inversée à partir d'une image. Et donc, je glisse mon image dans Google Lens et bingo. J'y découvre le titre du film, The Girl Who Escaped, de Cara Robinson Story. Après mes recherches, j'y découvre quelque chose qui va changer ma vision. C'était une histoire vraie. Le 24 juin 2002, Cara Robinson, âgée de 15 ans, a disparu du jardin d'une amie à Columbia, en Caroline du Sud. Après des jours de captivité, dans une fuite épouvantable, elle s'est retrouvée victime d'un tueur en série brutal. L'expérience d'être traquée et enlevée était horrible et la survie de Cara était tout simplement miraculeuse. Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je me porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va explorer l'histoire fascinante de Cara Robinson et son incroyable évasion d'un des tueurs en série les plus brutaux de l'histoire récente. Vous allez voir, Cara a eu énormément de courage et elle en a fait une force. Cette femme est incroyable. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Cursed. Dans le comté de Spotsylvania, en Virginie, le 9 septembre 1996, une adolescente de 16 ans, Sophia Silva, est rentrée chez elle après l'école, s'est préparée une boisson et s'est installée sur le porche pour faire ses devoirs. Puis Sophia a disparu. Elle semblait s'être volatilisée. Quand sa mère est rentrée, elle n'a trouvé que son sac à dos sur le porche, mais aucun signe de sa fille. La mère de Sophia a contacté la police peu après sa disparition. Ils ont rapidement conclu qu'elle avait été enlevée et qu'elle n'était pas partie de son plein gré. Personne n'a rien vu le jour où la jeune Sophia Silva, âgée de 16 ans, a disparu de chez elle. 5 semaines plus tard, le corps en décomposition de Sophia a été retrouvé par un agent d'entretien dans un marais, près de la route 3, dans le comté de King George. Ils étaient inquiets, parce que celui qui a enlevé Sophia était audacieux. Il l'a prise en pleine lumière du jour, quand n'importe qui aurait pu le voir, incertain de ce que la personne allait faire. Après une longue enquête sur la disparition de Sophia Silva, la recherche s'est terminée en tragédie. Et l'affaire de personnes disparues est devenue une enquête pour homicide. Le meurtre de Sophia a choqué la communauté du comté de Spotsylvania, horrifié qu'une adolescente puisse être enlevée et tuée en plein après-midi en semaine. Le corps de Sophia a été retrouvé enveloppé dans une couverture attachée avec des nœuds serrés, ce qui laisse penser que le tueur avait des compétences militaires ou en survie. Les enquêteurs croyaient que Sophia avait été agressée sexuellement car elle ne portait que des shorts et un t-shirt et pas de sous-vêtements. De plus, il semblait que le tueur avait habillé et déshabillé Sophia. La personne qui a pris Sophia et l'a tuée avait aussi rasé sa tête. Grâce aux preuves trouvées sur le corps de Sophia, le laboratoire criminel de l'État a récupéré des fibres roses et les détectives ont continué leur enquête. La police a commencé à chercher un suspect environ 1 mois après la mort de Sophia. En 1996, un homme traînait dans les rues du comté de Spotsylvania, vivant en 4 maisons de la famille de Sophia. Les témoins ont dit aux enquêteurs qu'ils l'avaient vu observer des enfants monter et descendre du bus scolaire et ils le soupçonnaient car il n'avait pas d'enfants. Et il a disparu pendant 2 semaines après le meurtre de Sophia. Mais la police a fini par le retrouver. En fouillant sa voiture, ils ont trouvé des fibres roses similaires à celles retrouvées, évidemment, sur le corps de Sophia. À l'époque où les détectives pensaient que cet homme était responsable du meurtre de Sophia, ils l'ont arrêté et inculpé pour meurtre-enlèvement. Quand on a appris qu'un tueur avait enfin été capturé, toute la communauté de Spotsylvania a poussé un soupir de soulagement et tout le monde avait envie de fêter ça, jusqu'à ce que 2 autres filles disparaissent. Le 1er mai 1997, Christine Lisk, 15 ans, et sa sœur de 12 ans, Cathy, ont disparu de Spotsylvania. 5 jours plus tard, on a retrouvé les 2 filles.
agressé sexuellement et tué dans une rivière. Les circonstances entourant la disparition de Kristen et de Cathy étaient les mêmes que celles de Sylvia. Mais les tueurs étaient en prison, ou pas? Les détectives se demandent s'ils n'avaient pas mis le mauvais gars derrière les barreaux pour le meurtre de Sophia. Grâce à la technologie avancée du laboratoire criminel du FBI, ils ont déterminé que les fibres roses retrouvées sur le corps de Sophia ne correspondaient pas à la voiture de l'homme. Il a été relâché de prison et blanchi de toutes les charges concernant le meurtre de Sophia. Dans le comté de Spotsylvania, les habitants étaient terrifiés à l'idée qu'un tueur en série les enlève et les tue. Comme les détectives n'avaient aucune piste à suivre, ils ont contacté l'unité des sciences du comportement du FBI pour les aider à créer un profil du meurtrier. Dans le rapport sur le tueur de Sophia, Kristen et Cathy, il est dit qu'il est très persuasif, intelligent et en colère contre les jeunes filles. Il pense aussi qu'un tueur comme ça gardait des souvenirs pour revivre ses crimes. Bien que le profil ait permis aux détectives de chercher des suspects, ça n'a pas donné des résultats. Les enquêteurs ont demandé à la presse de les aider avec des infos sur les meurtres et ont mis en place une ligne de signalement. Ils ont reçu des centaines de pistes, mais aucune ne s'est avérée pertinente. Plusieurs années ont passé et les meurtres et disparitions ont cessé. Personne ne pensait que la personne avait simplement eu une révélation et avait arrêté de tuer. Soit il était mort, en prison ou il avait déménagé. Pendant l'été 2002, Cara Robinson, âgée de 15 ans, profitait de l'été avec ses amis, traînant, nageant et faisant tout ce que les adolescents font. Le 24 juin, Cara et une amie ont décidé d'aller à un lac. Cara était chez l'amie et la mère de cette dernière a dit aux filles qu'elles devaient arroser leurs fleurs avant qu'elles ne partent au lac. L'amie de Cara a pris une douche rapide pendant que Cara arrosait les plantes dans le jardin. Quand Cara était dehors, elle a remarqué une voiture passer, mais elle n'y a pas fait attention. Quelques instants plus tard, la même voiture est revenue dans la rue. Mais cette fois, elle ne passait pas devant la maison de l'amie de Cara. Elle s'est garée dans l'allée. En sortant de la voiture, le conducteur avait une pile de magazines dans les mains. Il a expliqué à Cara qu'il voulait lui donner. Pendant que Cara regardait les mains de l'homme avec méfiance, elle ne remarqua jamais l'autre main qui tenait un pistolet. En quelques secondes, il agrippa le cou de Cara et elle a senti le canon du fusil appuyé contre sa gorge. L'homme avec l'arme lui dit à Cara de ne pas faire de bruit, sinon il la tirerait. Après avoir ouvert la porte de sa voiture, il poussa le siège avant. Il y avait une énorme benne en plastique à l'arrière de la voiture de l'homme et il a forcé Cara à rentrer dedans avant de mettre le couvercle. Après s'être installé au volant, l'homme a démarré la voiture et a quitté l'allée. Pendant qu'il conduisait, Cara faisait attention à son itinéraire. Elle comptait ses virages à gauche et à droite et a réalisé qu'ils étaient sur l'autoroute. Elle était terrifiée car à ce stade, l'homme pouvait aller n'importe où aux États-Unis et elle avait l'impression qu'il avait quitté l'autoroute. À un moment donné, Cara espérait que si elle restait assez calme, elle pourrait toucher son côté humain et le faire baisser sa garde pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Quand il a garé la voiture sur le côté de la route, Cara l'a entendu se pencher à l'arrière et enlever le conteneur. L'homme la bâillonna et la menotta tout en la menaçant avec son fusil. Ensuite, l'homme claque le couvercle de la boîte. Soudain, elle s'est sentie à bout de souffle et paniquée. Après avoir conduit encore quelques minutes, l'homme a à nouveau arrêté la voiture en soulevant le couvercle, le conteneur hors de la voiture et il l'a prévenue. Cara devait se taire, sinon il la tuerait. Même en étant attachée et bâillonnée, elle entendait des bruits des gens dehors et une voiture qui passait. Et elle savait qu'elle était dans un quartier. Cara se demandait si elle devait faire du bruit, mais ensuite elle a entendu l'homme tirer le conteneur à travers le seuil de la porte d'entrée, puis une porte se claquer. C'était trop tard. Elle était piégée dans un espace verrouillé avec lui. Quand l'homme avait traîné Cara à l'intérieur et sécurisé la porte, il avait enlevé le couvercle du conteneur et retiré le bâillon de sa bouche. Il lui a enlevé les menottes et en se levant, Cara a regardé autour d'elle et a réalisé qu'elle était dans l'appartement de l'homme. Une multitude de petits animaux comme des hamsters, des oiseaux et des poissons ont attiré son attention. L'appartement était vraiment exigu, rempli de trucs bizarres, puis il a parlé à Cara et lui a dit que si elle obéissait, il la laisserait partir. Mais Cara savait qu'il ne disait pas la vérité. Elle avait l'impression qu'il ne sortirait pas vivante de cet appartement. Alors que l'homme l'amenait vers sa chambre, il l'a fait s'asseoir sur le lit et lui a posé des questions bizarres.
Il voulait savoir si Kara était vierge, quel était son nom de famille, son âge, le nom de ses parents, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, si elle avait un copain. Ensuite, après lui avoir posé une série de questions étranges, il a commencé à l'agresser sexuellement. Dans les heures qui ont suivi, l'agresseur a continué à attaquer Kara. À chaque fois qu'elle lui adressait la parole, elle devait l'appeler Daddy et devait à chaque fois demander la permission pour faire quelque chose. Exemple, aller aux toilettes. Elle devait lui demander la permission et pour se laver les mains aussi, elle devait demander la permission. L'agresseur a continué à attaquer Kara, à chaque fois en attrapant un couteau ou une arme. À un moment donné, l'homme a forcé Kara à prendre une douche dans la salle de bain. Pendant qu'elle se lavait, elle remarquait des objets qui laissaient penser qu'une femme vivait là. Pendant que son ravisseur préparait à manger, lui a demandé s'il pouvait l'aider à faire quelque chose. Il lui a dit qu'elle pouvait passer le balai et faire le ménage. Elle en profite pour jeter un coup d'œil autour de la maison et en apprendre un peu plus sur l'homme qui l'a fait enlever. Elle espérait que ça détendrait un peu l'homme, qu'il baisserait sa garde, ce qui lui faciliterait la tâche quand il serait temps de s'enfuir. En balayant, Kara a découvert le courrier de l'homme, mais il avait caché l'adresse et le nom. Kara a réussi à mettre son plan à exécution rapidement. L'homme s'est détendu et a commencé à parler à Kara de sa vie. Il lui a dit qu'il avait servi dans la marine, mais qu'il avait été renvoyé. Son esprit a gardé d'autres détails sur la personne qui l'a accueilli, au cas où elle aurait besoin de s'en souvenir plus tard pour expliquer ce qui s'est passé à la police. Ensuite, l'homme a forcé Kara à regarder un film pornographique avec lui. Kara était dérangée par la vidéo pour de nombreuses raisons, mais surtout parce que toutes les filles semblaient très jeunes. Elle n'était pas sûre si ces filles étaient des enfants ou des jeunes femmes qu'on faisait paraître plus jeunes qu'elles ne l'étaient. Quoi qu'il en soit, elle était terrifiée. En étant assise sur le canapé, Kara a remarqué une arme juste à côté de son ravisseur. Elle a pensé à prendre le pistolet et à tirer sur l'homme, mais elle s'est demandé ce qui se passerait si elle ratait, si l'arme se coinçait ou si elle l'atteignait sans vraiment le blesser. Parce que Kara avait peur de ce qu'il pouvait lui faire en retour. Elle a décidé d'attendre plus tard pour s'échapper. Après avoir passé 10 heures en captivité, l'homme l'a remise à sa place, tout en remettant une balle dans la bouche de Kara et en lui mettant les menottes. Il lui a dit qu'il devait passer un coup de fil et que pour ça, il devait se taire. Sinon, il la descendrait. Quand il a claqué le couvercle du conteneur, Kara a commencé à crier et à hyperventiler. Elle était en panique. Elle pouvait plus respirer et faisait du bruit. Tout à coup, l'homme est revenu avec le fusil et a dit à Kara qu'il y aurait des conséquences si elle lui désobéissait encore. Finalement, il a sorti Kara du conteneur où il a pris une pilule dans une bouteille sur sa commode et lui a dit à Kara que c'était du Valium et que ça la relaxerait. Alors elle l'a pris, elle n'avait pas d'autre choix. L'homme a attaché Kara au lit avec des entraves aux jambes, des menottes et une corde. Rapidement, Kara était épuisée par les effets du Valium et a commencé à s'endormir. Kara s'est réveillée sachant qu'il était temps de s'échapper, voyant le soleil à travers la fenêtre. Elle savait que la liberté était à portée de main. Au début, Kara est restée immobile pendant quelques minutes pour s'assurer que l'homme dormait toujours et ne se réveillait pas. C'était le moment. Une voix dans la tête de Kara lui a dit de se glisser au fond du lit pour enlever les menottes de sa jambe. Kara a ensuite retiré la vis des menottes avec ses dents. I had always expected that I would have an opportunity to escape, most likely when he was asleep. I wanted to wait until he was complacent, and so I woke up, he was asleep next to me, and I realized that was it. That was the time to go. So I began trying to unscrew the quick link. It's kind of like a carabiner with a screw clip on it, and couldn't do it. I had to do it with my teeth, and then kind of slid my hands, the handcuffs out of that, and was able to slide one of my wrists out of the handcuffs at that point. Elle devait le faire avec ses dents et ensuite réussit à glisser ses mains hors des menottes, réussissant à sortir de ses poignets. Une fois échappée de la chambre de l'homme, Kara s'est dirigée vers la porte d'entrée, tout en ayant des menottes aux poignets et des entraves aux jambes. Kara portait un short et un débardeur. En s'approchant de la porte, Kara a remarqué un gros conteneur devant. Et il y avait un problème. Le conteneur ferait du bruit si elle le déplacerait. Donc elle devait agir vite pour éviter de le réveiller. Elle pensait que son ravisseur allait se réveiller et pouvoir se faufiler derrière elle et lui tirer dessus. Quand Kara a déplacé le conteneur comme prévu, ça a fait énormément de bruit. Du coup, elle a ouvert la porte rapidement et a couru dehors sans regarder derrière elle. En entrant dans le parking, elle a fait signe à un véhicule. Kara a dit au conducteur qu'elle avait été kidnappée
et qu'elle devait aller à la police. Elle est montée dans la voiture dès que le conducteur a ouvert la porte arrière. Ils sont partis vers le commissariat le plus proche pour signaler son enlèvement. En voyant le regard de Kara, on pouvait comprendre. L'agent de police, on pouvait voir à quel point elle était sérieuse et sincère en racontant les détails de son enlèvement et de son agression. Un policier a ramené Kara au complexe en voiture de police pour qu'elle puisse leur montrer l'appartement où elle avait été retenue captive. Finalement, Kara a retrouvé l'appartement. Et quand les policiers l'ont fouillé, ils ont découvert que son ravisseur s'était enfui. Lorsque les enquêteurs sont arrivés pour examiner les preuves, ils ont réalisé que Kara n'était probablement pas la première victime de cet homme qui l'avait kidnappée. Richard Mark Evonitz. Il avait 38 ans. Il avait été marié 2 fois. La première fois s'était terminée par un divorce. Sa femme actuelle était à Disney World au moment de l'agression de Kara. Richard travaillait régulièrement dans des entreprises qui vendaient des compresseurs et du matériel de broyage. Et les enquêteurs ont découvert qu'il avait un casier judiciaire remontant en 1987, quand il s'était exhibé devant un enfant. Ils ont trouvé des coupures de presse concernant le meurtre de Sophia Silvia et celui de Kristen et de Cathy List à Spotsylvania. Ils pensaient que cet homme pouvait être impliqué dans ces crimes, alors ils ont contacté les autorités là-bas. D'après les tests d'analyse faits sur des objets dans la maison de Richard, les fibres roses de son tapis de bain correspondaient à celles retrouvées sur le corps de Sophia Silvia. 3 jours plus tard, les policiers en Caroline du Sud ont été informés que leur suspect avait été repéré à Sarasota, en Floride. La police a poursuivi Richard alors qu'ils atteignaient des vitesses de près de 160 km/h. Les agents devant lui ont placé des bandes clouées sur la route, ce qui a fait éclater ses pneus, puisqu'il ne voulait pas s'arrêter. Il laisse son camion et la police lâche le chien sur lui. Tout d'un coup, les policiers entendent un coup de feu. Les policiers se rendent donc où provient le bruit et trouvent Richard Evonitz mort. Il s'est suicidé. Quand Kara a appris que l'homme qui devait comparaître au tribunal pour enlèvement et agression s'était suicidé, elle était furieuse. Kara a dit qu'elle voulait voir son visage au moment où il réalisait que l'enlèvement avait été la pire erreur de sa vie. Elle désirait voir la colère sur son visage parce qu'une gamine de 15 ans l'avait eue à l'usure. En août 2002, la famille de Sophia ont dit qu'ils étaient reconnaissants envers Kara pour avoir apporté un sentiment de clôture grâce à la force et à la détermination qu'elle avait. Les parents se sentaient soulagés que la personne qui avait fait du mal à leur fille ne puisse plus nuire à personne d'autre. Aujourd'hui, Kara vit avec son fils et son mari en Caroline du Sud et elle travaille pour le bureau du shérif du comté de Richland. Quand des choses mauvaises arrivent à quelqu'un, on peut abandonner ou persévérer. Et Kara a choisi de persévérer. Sa vie a été pleine de chagrin, mais elle refuse d'être une victime. Et voilà, c'est ici que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. C'est une histoire que moi, personnellement, que je trouve vraiment touchante. Et je voulais vous la partager. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si c'est toujours pas fait. Et de liker cette vidéo si évidemment elle vous a plu. Et puis nous, on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Alors prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, tout finit par se savoir. À bientôt.